Je suis le fondateur de Force française, mouvement politique qui se donne 3 objectifs. 1. La défense et la sauvegarde de la civilisation française. 2. Produire une plateforme politique. 3. Appeler à l'abolition de la République et à l'instauration de la démocratie directe. Je me présente toujours de la façon suivante. Français de souche, de cœur, d'esprit, de haute culture, de tradition, de foi catholique, français par la grâce de Dieu et de mes humbles ancêtres. Cela fera bientôt 50 ans, dans 2 ans, en 2018, puisque mai 68 en a été l'élément déclencheur, que j'observe la politique, plutôt la politique de fond que la politique politicienne qui ne me motive que peu. Dans cette longue période de 50 ans, j'ai rejoint le Front National Historique, FNH, à l'âge de 40 ans. D'abord comme sympathisant, puis comme militant actif. J'y suis resté 14 ans jusqu'à l'éclatement du mouvement en 1998. Je voudrais profiter de ce préambule pour dire ma fierté d'avoir appartenu à ce Front National historique que je ne confonds pas avec le Front National trahi de Mademoiselle Le Pen, ce FNT que je tiens pour une imposture, une spoliation, un détournement frauduleux de contenu politique. Mais c'est un autre débat. Je voudrais par la même occasion rendre hommage aux 36 000 militants effectifs que le mouvement comptait vers les années 92-93, dans un combat d'avant-garde où il n'y avait que des coups à recevoir, et des coups nous en avons reçus. Les militants ont toujours fait preuve d'un sang-froid et d'une détermination admirable, surtout face à une diabolisation d'État connue sous le nom de harcèlement démocratique, pouvant aller jusqu'à l'agression physique et pour certains, la perte de leur emploi, voire, cela s'est vu, la perte de leur entreprise. Je me sens d'autant plus à l'aise d'en parler que nombre de ceux qui agitent sur les réseaux sociaux les idées et les thèmes politiques que nous défendions autrefois auraient été ou ont été de ceux qui ont combattu ces mêmes idées qu'ils reprennent aujourd'hui à leur compte. Je vais vous dire ce que je pense de cette fameuse diabolisation, ou plutôt ce que je ressens. J'en suis au contraire très flatté, très honoré. Car être diabolisé par les voyous de la République, par des gens qui ont renié leur patrie, leur pays, qui n'ont que mépris et haine pour le peuple français de souche, qui passent leur temps à le trahir, à l'avilir, à l'humilier, eh bien, je reçois cette diabolisation comme un hommage que le vice rend à la vertu. Cet hommage, je le savoure avec un plaisir de fin gourmet. Le mot diabolisation a remplacé calomnie, diaboliser, diaboliser. Il n'en restera rien, car au final, le diable ne gagne jamais, même lorsqu'il ricane sur les monceaux de cadavres qu'il laisse derrière lui. Maintenant, j'en viens à mon intervention. Elle portera sur l'abolition de la République et l'instauration de la démocratie directe. Démocratie directe est un gros mot chez les républicains. Peu importe, l'essentiel est de donner l'occasion aux électeurs de réfléchir à un acte décisionnel qui les concerne, autant à titre personnel que collectif, c'est-à-dire de prendre leur avenir et le destin de leur pays en main. Et in fine, mettre à la porte le personnel politique de cette République qui prend l'eau de toutes parts et qui, dans l'affolement général, pousse les politiciens responsables du naufrage à tomber les masques et à révéler leur vraie nature, leur mentalité de totalitaire. Je m'exprime donc en politique et non en blogueur ou réinformateur. Dans cette perspective d'un changement de régime politique, je vais essayer d'aborder cette importante question, cette grave question, en 3 volets vidéo et de la façon la plus tranquille, la plus sereine, même si parfois je fais l'effort de me retenir. Je vais traiter des problèmes de fond et d'abord le premier d'entre eux, la République. Mais pour commencer, un peu de philosophie pour nous situer dans l'ordre de la réalité par opposition à l'idéologie qui est de l'ordre de l'utopie et j'ajouterai de l'utopie criminelle. Il n'existe que 2 manières pour notre cerveau d'entrer mentalement en relation avec le monde extérieur qui nous entoure et qui s'offre à notre compréhension, le matérialisme et le spiritualisme. C'est la distinction universelle du dualisme esprit-matière. Ces 2 états psychologiques qui fondent la pensée humaine sont en totale opposition.
Pour les matérialistes, l'esprit n'existe pas de manière indépendante. Il est un produit de la matière, c'est-à-dire une fonction de notre cerveau qui se développe au contact du monde extérieur. Il n'y a donc pas d'esprit à proprement parler, mais de l'idée, de l'idéal, de l'utopie, donc de l'idéalisme. Dès l'instant où les matérialistes défendent leur point de vue, ils réduisent la capacité du cerveau à appréhender le monde réel. En quelque sorte, ils l'atrophient, ils le mutilent. Ainsi, en 1, les matérialistes rejettent l'idée de Dieu et de toute entité créatrice transcendante qui nous dépasse. Ils remplacent Dieu par l'homme, d'où l'humanisme. En 2, les matérialistes rejettent la conscience en tant que connaissance, mais aussi la conscience morale à laquelle ils substituent l'hédonisme ou morale du jouir sans entrave, comme il claironnait en mai 1968. 3. Les matérialistes rejettent la métaphysique et les principes de la connaissance qu'ils remplacent par la dialectique. 4. Les matérialistes rejettent le passé et l'histoire sous prétexte que le passé de l'humanité n'étant qu'un long déroulé de malheurs, auxquels d'ailleurs ils ont largement contribué. Seul le progrès humain peut amener l'homme au bonheur et à la félicité. C'est le mythe de l'homme nouveau. Le progrès ne peut jamais regarder en arrière, d'où l'appellation générale d'idéologie progressiste. Comme le cerveau du matérialiste ne se réduit qu'à une structure cognitive mentalement hémiplégique, pour compenser le vide qui le distancie du monde réel, il est obligé de construire un monde totalement inventé, totalement factice. Cela s'appelle l'utopie. L'utopie, c'est le lieu de nulle part. Le cerveau du matérialiste produit de l'utopie comme le foie produit de la bile. C'est-à-dire qu'il fabrique de l'idée, mais ne la confronte jamais au réel. C'est le réel qui se confronte à lui et qui se rappelle à son bon souvenir. Du fait de sa mécanique mentale particulière, le matérialiste ne peut intégrer les choses telles qu'elles sont, son cerveau s'y refuse. Il constate le fait, mais il est incapable d'en analyser les causes profondes. Il fuit devant le réel, mais ne parvient pas à distinguer le bien du mal. Le matérialisme peut même être considéré comme une révolte contre l'ordre naturel. Du coup, il donne corps à des systèmes de pensée abstraits et s'enferme dans ce qu'on appelle les idéologies, ou dans le constructivisme, syndrome de la construction intellectuelle à l'état pur, totalement échafaudé, hors du monde réel. Retenons que le mot idéologie renvoie nécessairement au matérialisme. Je n'évoquerai pas les multiples interprétations auxquelles il a donné lieu, dont le matérialisme marxiste et ses différentes représentations, ainsi que les avatars de la pensée matérialiste qui nous ont valu, entre autres, le communisme, le socialisme, le libéralisme, le trotskisme et bien d'autres. Des idéologies qui, depuis l'époque des Lumières, ont littéralement ravagé la conscience publique des peuples et ont ensanglanté l'Occident. 3 siècles d'erreurs, d'impéritie, de souffrances infligées à l'humanité pour rien. En face du matérialisme, nous avons le spiritualisme qui pourrait aussi porter le nom de métaphysique. Pour les spiritualistes, à l'opposé des matérialistes, l'esprit est indépendant, distinct de la matière. Mais il intègre la matière comme une donnée normale du connaissable. Le matériel, fût-il organique, est le support de l'esprit comme l'ordinateur est le support du logiciel. L'esprit ne dépend pas de la matière, mais d'une entité supérieure dont nous avons conscience et qui se projette dans un au-delà de la pensée humaine auquel notre esprit ne peut accéder. Nous avons en nous le sentiment de quelque chose qui nous dépasse. Mais si le spiritualiste ne se contente pas, comme le matérialiste, des seules lois physiques de la matière pour expliquer le monde, il a cependant un puissant système de repères qui guide sa pensée, l'ordre naturel ou la loi naturelle qui va au-delà de la matière, puisque l'ordre naturel intègre les données de la vie, ce qui n'est pas le cas du matérialisme. Le spiritualisme est une fusée à plusieurs étages. Premier étage, la métaphysique générale qui étudie l'être et le connaître, et la psychologie fondamentale. La fondamentale, je précise bien, non l'expérimentale. Deuxième étage, la métaphysique spéciale qui étudie la morale et la théologie au plan rationnel. Je rappelle que la morale, cette morale que les matérialistes rejettent avec une virulence rare, est une science, la science des mœurs. Troisième étage de la fusée,
la théologie spiritualiste, la science de Dieu, du divin, qui conduit à l'ordre surnaturel. Nous sommes là dans les mystères de l'au-delà. Enfin, pour couronner le tout, le questionnement ultime qui se résume à 3 mots et en explore le sens, l'absolu, le parfait, l'infini, à l'intérieur de cette triangulation sémantique, un nom. Ce nom, pour nous catholiques, c'est le Christ. Dès lors, on perçoit nettement l'opposition très marquée entre ces 2 systèmes de pensée que sont le matérialisme et le spiritualisme, qui se regardent en chien de faïence. Le matérialisme se traduit dans les faits par 2 types de systèmes politiques, en haut et en bas de la pyramide sociale. En haut de la pyramide sociale, nous avons le libéralisme ou capitalisme libéral, monopoliste, c'est-à-dire la plutocratie, le pouvoir de l'argent, la domination de l'argent. En bas de la pyramide, nous avons le socialo-communisme, c'est-à-dire le capitalisme d'État ou statocratie qui dégénère généralement soit en totalitarisme, c'est le communisme, soit en social-démocratie dégénérative, c'est le socialisme. La social-démocratie dégénérative est l'image même de la République que nous vivons actuellement en France depuis la Révolution française, mélange de capitalisme libéral et de socialisme et de socialo-communisme. Dans ce premier thème, alors que je suis là pour vous parler de République, pourquoi insister sur ces quelques principes fondamentaux de la connaissance ? Tout simplement parce que, de quelque façon que l'on tourne le problème, la République est matérialiste à 100%. Or, le matérialisme est une pensée régressive qui génère de l'entropie et condamne l'humanité à la mort. Et quand je dis l'humanité, j'entends le genre humain tout entier. Le matérialisme va à rebours de la vie, il conduit à la mort. Tandis que la négantropie, au contraire de l'entropie, spiritualité et dynamisme vital, va à rebours de la mort. La négantropie produit de la vie, elle regrade l'énergie, elle est régénérative. L'entropie, au contraire, dégrade l'énergie, dégrade la vie, elle est dégénérative, elle substitue le chaos à l'ordre des choses. La négantropie, créant de la vie, est un concept que les scientifiques matérialistes rejettent parce qu'ils sont dans l'impossibilité de l'expliquer. Autrement dit, la vie n'est pas régie par les lois du cosmos, elle va au-delà de l'ordre cosmique, elle est l'ordre naturel, elle est l'ordre surnaturel, elle relève de Dieu. Le matérialisme conduit également à la transgression, tandis que le spiritualisme conduit à la transcendance. 2 positionnements intellectuels qui induisent des états psychologiques, là encore, totalement opposés, dont le relativisme moral, typique des gens qui ne s'accrochent à rien, fatalisme, et le subjectivisme, attitude des gens qui ramènent tout à eux, égocentrisme. Les matérialistes sont pétris de contradictions, ils se heurtent en permanence au réel. Ils sont en constant état d'échec et désespèrent. Leur système de pensée fondé sur la dialectique est là pour ne rien arranger. Il n'y a ni thèse, ni antithèse dans la vie. Encore moins de synthèse. Il n'existe pas de moyenne possible entre la vérité et le mensonge. Le paradoxe le plus spectaculaire de cette situation est que les matérialistes sont en permanence dans l'utopie, donc dans l'erreur, alors qu'ils se présentent comme des esprits rationnels. Les idéalistes, ce sont eux. Tandis que les spiritualistes, qui n'appuient pas leur réflexion uniquement sur la matière, mais aussi sur les données du réel, la supériorité de l'interprétation, ont les pieds sur terre, ce sont eux les réalistes. Il est une autre raison qui m'a amené à cette petite introduction philosophique. C'est bien connu, les intellectuels marxistes infestent l'enseignement en général et l'enseignement dit supérieur en particulier, c'est-à-dire les universités, voire les grandes écoles. Depuis l'arrivée des socialo-communistes au pouvoir avec Mitterrand en 1982, depuis 35 ans, ils ont écoulé des jours heureux au sein de l'alma mater et ils se sont fait oublier. Avec l'effondrement du socialo-communisme en France, surtout depuis l'arrivée du socialiste Hollande, ils sentent le sol se dérober sous leurs pieds. Quand la terre tremble, que font les rats ? Ils ne quittent pas le navire, ils sortent de leur trou. On assiste actuellement à une tentative de réhabilitation du marxisme sur les réseaux sociaux, avec parfois des interventions dithyrambiques
qui mettent mal à l'aise, surtout quand on sait ce que vaut le marxisme, l'idéologie fondatrice du communisme moderne. Je rappelle surtout aux jeunes que le nom de Karl Marx est associé au chaos sanglant qui a ébranlé une grande partie de la planète durant le XXe siècle et que l'application concrète des théories matérialistes du philosophe allemand sont à l'origine des dictatures les plus effroyables que le monde ait connues et qui ont entraîné des dizaines de millions de morts. S'il existe une idéologie qui produit foncièrement de l'entropie, c'est-à-dire de la mort, c'est bien le marxisme. Quant au matérialisme républicain actuel, c'est-à-dire la traduction politique du matérialisme, il a pris une orientation générale qui s'étend aujourd'hui à la planète entière sous le nom de Nouvel Ordre Mondial. Ce qu'on appelle le Nouvel Ordre Mondial est une tentative de république universelle totalitaire dont la résurgence du communisme ou néocommunisme que l'on cherche à imposer à l'ensemble des peuples du monde. Nous sommes actuellement en plein dans la tourmente de cette spirale anthropique qui nous entraîne vers le chaos. Chaos voulu, organisé, mis en œuvre à tous les niveaux de la société. C'est l'empire du mal, le pouvoir destructeur de Satan qui prend le dessus sur le pouvoir créateur de Dieu. L'expérience de l'histoire nous apprend que chaque fois que Satan croit triompher, il trébuche. Il trébuche parce qu'il révolte ce qu'il voudrait soumettre, comme il a révolté Jésus qui refusa de se soumettre à lui dans la tentation au désert. Mais Dieu reprend la main jusqu'au jour où il mettra un point final à ce jeu pervers et infernal qu'on appelle la comédie humaine. En résumé, le matérialisme tire vers le bas, vers la barbarie. Le spiritualisme élève l'individu et participe de son édification. Cela nécessite un effort personnel, le contraire du laisser-aller et de l'abandon de soi. Excusez-moi, il était important de souligner cet aspect de la réalité avant d'aborder plus concrètement la politique. Quand on aborde le problème de la République, inutile de faire référence à la Rome antique, sinon pour le folklore. La République française n'a rien de romain, elle n'a rien de français non plus, sinon le principe de séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires. Mais qui croit encore à la séparation des pouvoirs ? Non, la République est 100% anglo-saxonne, plus précisément américaine. Elle est 100% américaine, 100% judéo-maçonnique. La meilleure preuve de ce que j'avance est apportée par les termes employés dans le vocabulaire républicain, qui sont autant de symboles anglo-saxons éminemment maçonniques, comme les clubs, les conventions, les déclarations de droits en tout genre et toutes occasions, la devise, l'hymne, et même les 3 couleurs de notre drapeau abusivement dit national, que le franc-maçon Lafayette avait emprunté à la cocarde américaine et qu'il a imposé en 1789 à la toute nouvelle garde nationale française, elle-même inspirée de la garde nationale américaine. En fait, l'instauration de la République en 1789, enfin 92, mais tout commence en 1789, peut être considérée comme un renvoi d'ascenseur de l'Amérique à la France, suite à la participation active de Lafayette et de quelques autres à la guerre d'indépendance américaine, et aussi par le soutien qu'il apporta aux insurgents. Il est à noter que sous l'influence des diverses francs-maçonneries et dans le sillage de la colonisation, le système républicain a été imposé au monde entier sous différentes formes, mais toujours avec le même principe répercuté partout, les parlements et la représentation élective. La République dite française est donc bien d'origine anglo-saxonne, de régime représentatif et d'inspiration maçonnique. Même si tous les politiciens ne sont pas francs-maçons, ils le sont néanmoins par adhésion au système. La devise, les droits de l'homme, la démocratie représentative, la laïcité, l'humanisme, le mondialisme, l'universalisme, de ces prétendues valeurs républicaines que je viens de citer, je pourrais examiner la plus importante à nos yeux, la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, devise menteuse qui est aussi celle de la franc-maçonnerie que l'on retrouve en exergue sur la page d'accueil du Grand Orient de France. Non, je vais plutôt vous parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 1948. Alors la voici. Regardez bien, voilà, 30 articles sur 3 pages. Qu'est-ce que vous remarquez en premier, tout de suite? Là, je vous le montre.
vous apercevez des points jaunes. Je prends la deuxième page, toujours des points jaunes. Et je prends la troisième page, toujours encore des points jaunes. Eh bien, ces points jaunes, c'est le mot droit qui est répété 62 fois dans cette charte. Alors vous allez me dire, mais l'homme, il n'a que des droits? Ben, apparemment, oui, il n'a que des droits. L'homme, ce bienheureux, naissant au monde, n'aurait donc que des droits et pas de devoirs. Il n'a pas ouvert les yeux, fait son premier areux, son premier ro à la vie, qu'il est déjà ce petit Dieu, selon l'expression du biologiste Pierre-Paul Grasset. Ah, si, j'allais oublier. Ils l'ont quand même prévu, ils l'ont rejeté à la fin de la déclaration, comme ça, là, pour dire, ben, vous voyez, on en a parlé, et il est ici, à l'article 29, c'est-à-dire l'avant-dernier article, et j'ai été obligé de le souligner en rouge, parce que je ne le retrouvais pas noyé dans la masse des points jaunes. Voilà. Hein. Il faut bien le signaler en rouge, parce que sinon, on ne le retrouve pas. Alors, même si les devoirs ne sont pas symétriques des droits, on ne peut concevoir de droit sans devoir. Certains philosophes vont plus loin et affirment que l'homme n'a aucun droit, il n'a que des devoirs. Donc pourquoi des droits et pas de devoirs? Tout simplement parce que les droits dépendent de l'autorité. Ils sont octroyés, ils aliènent l'individu. Tandis que les devoirs dépendent de la responsabilité individuelle. Ils sont la caractéristique même de l'homme libre. Or, le système mondialiste, le nouvel ordre mondial, qu'on tente d'imposer au monde entier, ne veut pas entendre parler d'homme libre. Il veut des esclaves. Quelle est donc la condition sine qua non pour bénéficier de ces fameux droits, de ces 62 droits, qui sont en réalité des droits subjectifs ou des privilèges aménagés dans le droit objectif ou positif? Le droit positif, en gros, c'est le droit qui règle la vie des gens en société. Quelle est donc cette condition sine qua non? Reprenons le texte de la déclaration et suivons pas à pas. Vous avez donc le préambule, puis les considérants, puis une proclamation. Oh, c'est remarquablement bien pensé et d'une solennité à faire trembler les colonnes du temple. Vous avez ensuite l'article 1 et son fameux « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit », l'escroquerie intellectuelle type empruntée à Rousseau. Puis vient l'article 2. Dans cet article 2, vous avez l'alinéa 1. Et que dit l'alinéa 1? Je cite. « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » 3 lignes. Tout s'éclaire, tout devient lumineux. Et l'on comprend que si l'on veut se prévaloir de ces droits, il ne faut surtout pas se revendiquer des critères fondamentaux de l'identité humaine, que sont la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, etc., etc. Critères qui font que vous êtes ce que vous êtes et pas autre. Sans ces critères distinctifs, essentiels, vous n'avez aucune existence. L'essence précède l'existence. Pour prendre mon exemple personnel, moi qui vous parle, je ne reconnais le droit à aucune autorité, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle provienne, de contester ma légitimité existentielle et de décider de ce que je dois être ou ne pas être en dehors des critères spécifiques qui déterminent ma qualité d'individu et constituent ma dignité d'être humain. Autrement dit, si je persiste à revendiquer le fait de me distinguer par la race, par la couleur, par le sexe, par la langue, par la religion, par les opinions politiques ou toute autre opinion, etc., et si l'on s'en tient au contenu de la charte, il en découle logiquement que je ne peux me prévaloir des 62 droits. Du même coup, je n'ai plus droit à rien. Je n'existe plus. Je suis exclu de la communauté des humains où ils considèrent que je m'en exclus moi-même de facto. Ce n'est pas tout. Cette charte est encore plus terriblement vicieuse que ce qu'on pourrait imaginer. Car si on lit bien cet alinéa 1 de l'article 2, et je le relis pour bien me faire comprendre, chacun peut se prévaloir de tous les droits
et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Vous avez là la parfaite définition de l'esclave, de l'Untermensch, du sous-homme. Celui qui pense bénéficier de ses 62 droits comme autant de bienfaits tombés du ciel qui garantiraient son bonheur terrestre parce qu'il a renoncé à toute dignité humaine, à tout ce qui fait l'homme libre et responsable, il se trompe lourdement. Car les droits de l'homme n'ont aucun effet sur un zombie. Car effectivement, à partir du moment où vous ne relevez plus de tous ces critères essentiels, vous êtes un zombie, vous n'existez pas. Alors, évidemment, ils n'ont aucun effet sur un zombie, sur un individu réduit à l'état de larve humaine. De ce point de vue, ces droits n'ont aucun sens, ils relèvent du mensonge le plus absolu. Et c'est là qu'on s'aperçoit, in fine, que ces fameux droits de l'homme doivent être compris pour le contraire de ce qu'ils affirment. Il suffit de lire les 30 articles négativement pour comprendre qu'on est en présence du plus épouvantable, du plus redoutable système de domination totalitaire jamais sorti du cerveau malade de l'homme. Et l'on peut vérifier ce que j'avance tous les jours. Tous les malheurs actuels du monde viennent de ceux qui se sont fait les promulgateurs de la théorie des droits de l'homme. En bons satanistes, ils appliquent à l'envers les principes humanistes dont ils se gargarisent par ailleurs. Là est toute la subtilité de ce piège tendu par le diable. On ne l'appelle pas le malin pour rien. Mais ce que ne sait pas le diable, ce que ne sait pas Satan, le prince des ténèbres, c'est que la malignité n'est pas l'intelligence. Et c'est là sa faiblesse. Il est subtil, malin, mais pas intelligent. C'est pour cela qu'il revient à la charge depuis des millénaires, sans jamais aboutir, sans jamais se lasser de ses vaines prétentions à imposer le mal. Il ne triomphera jamais, certes, mais l'humanité ne sortira pas indemne de cette confrontation usante pour ceux qui refusent de se soumettre à sa loi. Qui est à l'origine de cette déclaration des droits de l'homme imposée à une grande partie des peuples du monde? Je crois me souvenir qu'il fut un temps en France où elle était affichée obligatoirement dans les écoles et les commissariats de police. Elle a été élaborée en 1948 par une commission de l'ONU dont la présidente fut Eleanor Roosevelt, la veuve du président américain Franklin Delano Roosevelt, décédé 3 ans plus tôt. Il est difficile de savoir qui a réellement rédigé cette déclaration et dans quelles conditions. J'ai trouvé différentes sources, elles ne se recoupent pas toujours. Une chose est sûre, la France y envoya au moins 2 délégués, l'avocat israélite René Cassin, qui en fut le vice-président ou l'un des vice-présidents, et le diplomate Stéphane Hessel, l'indigné, chargé du secrétariat général. Ce personnage est né en Allemagne de parents juifs convertis au luthérianisme, ayant émigré en France en 1925. René Cassin aurait été le rédacteur final de la charte après avis de la commission représentant une 50aine de pays. On lui attribue l'idée d'avoir substitué le mot universel au mot international dans l'intitulé de la déclaration. Maintenant, regardez ceci. Voilà, je vous le montre. Hein, vous l'avez reconnu. C'est le fameux billet de $1. $1. Ce billet de $1 est une sorte de grimoire médiéval qui fait énormément jaser sur Internet où circulent à son sujet les plus folles rumeurs. Comme disent certains, c'est une véritable encyclopédie maçonnique. Les Américains ont une façon toute mignonne et bucolique de le présenter officiellement. Le décor qui entoure le billet serait un ornement floral. Là, autour du billet, serait un ornement floral. Sauf qu'il est rempli de symboles maçonniques qu'on découvre un peu comme les œufs de Pâques dans le jardin quand les cloches sont passées. Cette face du billet représente d'un côté le grand sceau des États-Unis, ici, et ses énigmes. Puis de l'autre côté, la pyramide, donc de ce côté, la pyramide,
Et en haut de la pyramide, le pyramidion avec l'œil qui regarde. Là, il est ici, le pyramidion, si vous le remarquez. Voilà, hein, sous mon doigt. La version officielle définit ce pyramidion. Alors, le pyramidion avec l'œil qui regarde, hein, dedans le triangle. Hein. La version officielle le définit comme l'œil de la providence. Mais une autre version y voit l'œil du grand architecte de l'univers, c'est-à-dire Satan soi-même. Ce que je trouve particulièrement choquant dans cette symbolique, et là nous sommes dans le concret, c'est la devise inscrite au-dessus du mot « one ». Alors c'est ici, hein. Voilà, juste voilà. Ici. Juste au-dessus du mot « one ». Cette devise, c'est « In God we trust ». En français, nous croyons en Dieu. Bon, que les Américains croient en Dieu, loin de moi de leur en faire grief. Mais cette inscription me met mal à l'aise. Qu'on inscrive « Nous croyons en Dieu » sous les pieds de la Sainte Vierge Marie écrasant la tête du serpent, le symbole du mal, je veux bien. Qu'on inscrive « Nous croyons en Dieu » sur la croix du Christ qui s'est sacrifié pour le salut de l'humanité, je veux bien. Mais qu'on inscrive « Nous croyons en Dieu » sur un billet de banque, alors là, ça ne passe pas. J'y vois personnellement une provocation scandaleusement indécente. Il est à noter que cette symbolique maçonnique ne figure que sur le billet de $1, celui dont on est sûr qu'il passera par la poche de chaque Américain. Le message que les autorités veulent faire passer dans la population est clair. Le pouvoir occulte qui dirige les États-Unis rappelle à tout moment aux citoyens américains qu'il ne s'appartient pas et qu'il est soumis à la domination du veau d'or. Il est l'esclave de Satan, le maître du monde. On se demande parfois si l'air qu'on respire en Amérique est sain. Dans quelle tête malade a pu germer une telle momerie, oui, une momerie, qui n'est pas sans perturber le moral d'un pays entier. Ne cherchons pas bien loin, il s'agit de Franklin Delano Roosevelt, le mari d'Eleanor Roosevelt, cité plus haut. Comme quoi le monde est petit. Franc-maçon lui-même, complètement gouroutisé par un mage occultiste, c'est bien le président des États-Unis en personne qui signa en 1935 la mise en circulation de ce billet de banque pour le moins nébuleux, sinon ténébreux. Rappelons que Franklin Roosevelt est considéré comme l'un des plus grands présidents des États-Unis. C'est lui qui est à l'origine du fameux New Deal. Mais loin du succès attendu, le New Deal s'acheva par l'entrée en guerre des États-Unis. Et la conversion de cet échec socialiste en économie de guerre le fera oublier dans la mémoire des Américains. Notons que c'est le tandem Roosevelt-Truman qui fera exploser les premières bombes atomiques opérationnelles sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki. C'est donc que Roosevelt étant décédé d'une hémorragie cérébrale 3 mois avant les bombardements, c'est donc son vice-président et factotum, Harry Truman, devenu président entre-temps, qui assura cette mission. Ce sont ces deux francs-maçons alliés à l'autre franc-maçon Churchill, grand philanthrope tous, devant le grand architecte de l'univers, qui, au nom de leurs idéaux humanistes, de justice, de paix, de fraternité, vont écraser des milliers d'objectifs civils lors de la Seconde Guerre mondiale. Déjà, les dégâts collatéraux, des dégâts qui ont le fumet du chaos constructif, comprenez, détruire beaucoup pour reconstruire beaucoup, et tant pis pour les populations civiles. Cela correspond bien à une certaine mentalité américaine qui illustre cette répartie d'un général américain à l'un de ses homologues belges de l'OTAN lors de la guerre au Kosovo. Nous, en Amérique, on ne résout pas les... Je citais, nous, en Amérique, on ne résout pas les problèmes, on les écrase. Fin de citation. C'est avec ce genre de cow-boyerie que les Américains se font aimer de la planète. Et oui, quand on a une mentalité d'écraseur, on écrase tout ce qui bouge. On écrase l'Afghanistan, l'Irak, les Balkans, la Libye, la Syrie, directement ou par un service secret interposé ou sous faux drapeau. On écrase l'Europe en utilisant l'arme de destruction massive de l'invasion migratoire. Et si on le pouvait, on sent bien que cela les démange, on écraserait la Russie de Poutine. On écrase les nations, les populations civiles au nom des droits inaliénables et imprescriptibles de l'homme. Quelque chose me dit que le rêve américain, l'American Dream, comme ils disent, n'est rien d'autre que l'enfer du monde.
Qui étaient les Roosevelt? Le mari et la femme étaient cousins. Ils portaient le même nom. Il y eut 2 présidents de ce nom. Eleanor était la nièce du premier président des États-Unis qui portait le nom Theodore Roosevelt, élu au début du XXe siècle. Bien qu'ayant eu 5 enfants, le couple Roosevelt se délita et chacun mena sa vie de son côté, malgré les apparences officielles de l'union maritale. Comme son mari, Eleanor était femme de gauche et même franchement gauchiste. Féministe activiste, elle fut de toutes les grandes causes de l'époque. Elle était réputée pour entretenir des relations lesbiennes assidues, ce qui ne l'empêcha pas, à 60 ans, de s'offrir un gigolo de 30 ans plus jeune qu'elle, et qu'elle noya sous les cadeaux, et dont on dit qu'il eut une influence sur la diplomatie américaine. Être richissime et de gauche aux États-Unis est la concession faite à la bonne conscience, pratique largement reprise et appliquée en France chez les ultra-riches par imitation servile de tout ce qui vient d'outre-Atlantique. Les Roosevelt appartenaient par leurs racines à ces grandes familles judéo-protestantes franc-maçonnes ayant fait partie des 13 colonies anglaises de la côte Est qui ont fondé les États-Unis à partir de l'indépendance. Eux-mêmes descendraient de riches émigrants juifs hollandais convertis au calvinisme. C'est cette puissante bourgeoisie colonisatrice organisée en sociétés secrètes qui permit aux judéo-protestants de prendre le contrôle des 13 États indépendants, puis, s'appuyant sur l'extraordinaire richesse qu'allait développer le Nord-Est, de mener une guerre exterminatrice contre les Amérindiens, d'écraser les velléités sécessionnistes du Sud, d'annexer la moitié du Mexique, de partir à la conquête de l'Ouest, tout cela au nom du destin manifeste, afin de tenter aujourd'hui d'imposer leur conception messianiste et totalitaire de l'humanité à l'ensemble des peuples du monde. Nous avons vu ce qu'il faut penser de la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU. Mais dans l'absolu, elle n'a aucun effet, aucune valeur juridique. Après tout, ce n'est qu'une simple litanie de bons sentiments apparents, de préceptes qui ont autant d'effet qu'un cataplasme sur une jambe de bois. Quelqu'un a parlé de cette déclaration comme d'une lettre au Père Noël. Alors comment rendre ces droits effectifs au sein des États concernés par la nouvelle charte? Il suffit de s'en inspirer pour promulguer les lois répressives. Pour nous, Français, telle sera la loi du 1er juillet 1972 contre le racisme qui va servir de loi mère à toute l'organisation juridictionnelle pénale mise en place tout au long des 40 années qui vont suivre et sans cesse renforcée jusqu'à ces derniers jours encore. Un arsenal législatif culpabilisateur et tyrannique, absolument stupéfiant, dont la loi Fabius-Guesso n'est que la partie visible de l'iceberg. Voici en substance cette loi de juillet 1972, dite Pleven, du nom de son rapporteur, breton et catholique. Je passe le début. Ceux qui auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminée seront punis d'un emprisonnement d'1 mois à 1 an et d'une amende de 2 000 à 30 000 francs ou de l'une de ces 2 peines seulement. Je ne vais pas commenter le retentissement considérable de cet article de loi, dont l'application va bouleverser la vie des Français à un point inimaginable et littéralement les plonger dans un état d'hébétude collective, de tétanisation, d'ahurissement général face au politiquement correct. Ce serait trop long. Avec cette loi, nous ne sommes plus dans l'incantation aimable, dans le vœu pieux rassérénant. Répression, répression. On frappe, on cogne dur, on tabasse, on torture judiciairement. De 30 000 francs, l'amende passera à 45 000 euros, 7 à 8 fois la somme d'origine. Cela peut monter à 350 000 euros et 10 ans d'emprisonnement ferme dans les cas de contestation de crimes contre l'humanité, mais pour les seuls crimes reconnus officiellement par le système républicain, cela va de soi. Tout comme la charte, on peut retourner négativement le libellé de cette loi dont le texte comporte une faute de syntaxe énorme, suffisamment pour entacher de nullité sa valeur juridique. Et l'on perçoit qu'il s'agit moins d'interdire le racisme que d'empêcher les Français de défendre tout ce qui participe de leur identité nationale.
la loi du 1er juillet 1972 contre le racisme est en fait une loi anti-française culpabilisatrice dont le but final est d'anéantir ethniquement le peuple français de souche. Maintenant, allez demander à vos chers députés qui est à l'origine de cette loi. Ils l'ont votée et en tant que représentants du peuple français, ils ne l'ont jamais désavouée ni combattue. Posez-leur la question. Revenons un instant sur le mot discrimination. Discriminer, cela veut dire distinguer, discerner, différencier, mais avec l'intention d'établir une préférence. C'est faire un choix, une sélection en fonction d'éléments déterminants qu'on appelle des jugements de valeur ou de réalité. La discrimination est un des éléments les plus fondamentaux de la connaissance. Supprimer la discrimination, aucune communication ne devient possible et évidemment aucune possibilité de se comprendre. Or, en interdisant la discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminée, ils interdisent de se distinguer par rapport à ces personnes et de les apprécier positivement ou négativement en portant sur elles des jugements de valeur ou de réalité. Seulement, en libellant l'article de loi, ils se sont piégés eux-mêmes car interdire ce type de discrimination les empêchait de favoriser leurs immigrés chéris. Cela devenait impossible de les privilégier par rapport aux autochtones. Ils ont trouvé la parade en rajoutant l'adjectif positif à discrimination. Discrimination positive, qui devenait du même coup la seule discrimination autorisée et légale. Résultat, dans le même temps où eux pratiquaient la discrimination positive, c'est-à-dire le racisme positif, c'est un racisme positif dûment assumé, et même un racisme indifférentiel, ils interdisaient la discrimination préférentielle négative ou sélective, qui, elle, est très sévèrement punie. Plus grave, pour corser l'addition et intimider les récalcitrants, ils ont associé le mot discrimination au mot haine et violence, ce qui est un pur scandale, comme si les discriminations ethniques ou religieuses étaient nécessairement déterminées par la haine et la violence. Je crois que le temps est arrivé d'en finir avec toutes ces aberrations révoltantes de politiciens républicains véreux, lâches, indignes, qui n'ont plus pour raison d'être que de conforter leur statut de prostituées de l'État et pour raison d'agir la haine qu'ils nourrissent contre leur peuple, leur pays, leurs compatriotes. Là, par contre, c'est la haine franche, de la haine pure, parce que haine de soi, parce que haine institutionnalisée. En ai-je fini avec la Déclaration universelle des droits de l'homme? Eh bien non. En recherchant des informations complémentaires sur les Roosevelt, j'ai découvert qu'il existait en France un collectif Roosevelt. Qu'est-ce que c'est un collectif Roosevelt en France? C'est un mouvement de pensée qui s'inspire du fameux New Deal du président Franklin Roosevelt et de ses 15 propositions pour relever les États-Unis après la crise monétaire de 1929. Chez nous, en France, il a récemment donné naissance à un parti politique éphémère du nom de Nouvelle Donne, c'est-à-dire New Deal en français. On appelle cela un think tank ou laboratoire d'idées, toujours en français. Les think tanks sont très à la mode actuellement, c'est une mode très yankee en provenance directe des États-Unis, évidemment. En moins d'une décennie, ils ont proliféré en France comme une invasion de termites sur un arbre malade. Si vous êtes hautement diplômé et que vous ne savez quoi faire du temps libre que vous octroie votre statut de fonctionnaire, vous fondez un think tank, c'est-à-dire un centre d'expertise, si possible subventionné, qui aura d'autant plus d'influence qu'il sera politiquement correct ou faussement rebelle au système. Revenons à notre collectif Roosevelt. Qui retrouve-t-on dans le comité fondateur? L'indigné Stéphane Hessel. Comme par hasard. On y retrouve aussi un Roosevelt, mais j'ignore si c'est du côté américain ou côté français. Peu importe le contenu idéologique de ce think tank. Il suffit de voir les noms du collectif pour vérifier qu'il est franchement orienté à gauche, un gauchisme teinté de libéralisme libertaire à l'américaine. J'ai noté ce fait intéressant. Ils tiennent des conférences dans le cadre des Utopiales du Grand Orient de France, l'antre satanico-humaniste de la franc-maçonnerie française. J'ai retenu le mot utopial. Je vous ai dit plus haut ce qu'il fallait penser de l'utopie, de ce poison de l'esprit. C'est ce qui n'existe pas.
Je vais me répéter, l'utopie c'est du vent, du mensonge, de la bouillie mentale, de l'extrait de jus de cerveau malade. Les francs-maçons du haut de la pyramide savent parfaitement ce qu'est l'utopie, que cela ne veut rien dire, mais que c'est un excellent moyen pour brouiller les esprits, et pas nécessairement les plus faibles, mais aussi pour manipuler l'opinion et abuser les gens. Ne cherchez pas ailleurs d'où viennent les idéologies mortifères qui sont en train de conduire l'humanité à sa perte. On voit par ces filiations ténues combien ce petit monde dont je viens de vous donner un vague aperçu évolue dans un cercle restreint à l'échelle de la planète. Le danger ne vient pas de ces gens qui dominent le monde, qui écrasent les peuples par l'argent, par la guerre, par les bombes, et poussent à leur imposer la soumission au veau d'or. Non, tout ce malheur qui touche la France, l'Europe, le monde, vient de la foultitude des idiots utiles qui, par intérêt, par ignorance, par lâcheté, par veulerie, par peur de ce qui les dépasse, leur servent de relais de terrain. J'entends par là tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, grouillent, grenouillent, grappillent autour de la vache sacrée qu'on appelle la République française.